Voilà, bienvenue dans votre numéro entretien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Willy Michiki, président national de l'Union nationaliste. Président, bienvenue. Merci beaucoup. Je vous ai bien présenté, j'espère. Oui, je suis aussi membre de la conférence de présidents du regroupement AFDC allié qui est dirigé par le professeur sénateur Bahati Modeste Lukwebo qui est notre autorité morale. Voilà, en tout cas, nous sommes tellement contents vraiment d'être avec vous sur ce plateau. Et je pense que nous allons parler vraiment de la situation des tripartites en Angola. Et il y a eu aussi un dossier de Bahati Lukwebo, soi-disant, je pense qu'on on va en parler plus. Et aussi, nous allons aussi survoler sur les dossiers de l'acquittement Vital Kamerhe. Je pense que depuis que Vital est acquitté, en tout cas jusque-là, on n'a pas encore parlé ça avec vous. Peut-être vous allez donner votre point de vue pour que le monde sache qui est Willy Michiki par rapport à ces dossiers. Voilà. Mais avant de commencer ou d'entrer dans nos thématiques, je pense que vous êtes au courant de la mort de l'ancien président angolais. Oui, c'est vrai, c'était vraiment douloureux. Vous savez que Eduardo Santos, d'abord, c'était maquisard, c'est un nationaliste qui s'est battu pour l'indépendance de l'Angola. Et il a modernisé l'Angola, malgré tout ce qu'ils ont connu comme guerre, et il a fait une passation civilisée et pacifique des pouvoirs, puisqu'il avait eu le temps de préparer son dauphin. Donc aujourd'hui, l'Afrique reconnaîtra en lui un grand homme d'État qui a mérité, puisque vous savez, l'Angola vient de très loin. Je me rappelle, moi, j'ai vécu quand les Angolais, nous vivions avec eux ici, ils étaient dans la misère la plus terrible. Ils menaient une vie difficile ici. Moi, j'ai des amis aujourd'hui qui sont devenus ministres là-bas. D'ailleurs, le président de l'église de réveil actuel de l'Angola, il a été mon cuisinier ici. Et il vient d'être élu d'ailleurs député en Angola. Donc, vous vous rendez compte qu'il était mon cuisinier. Donc, ce sont des gens pour dire qu'on est... Il y a eu des affinités entre la RDC et puis il a beaucoup contribué, il continue à le faire, même dans son absence. On ne peut pas oublier cet homme-là. Et lorsqu'il s'est retiré du pouvoir, ce n'est pas comme ici chez nous, on se retire d'un pied et l'autre voudrait retourner dedans. Il n'a jamais dérangé son successeur, malgré que son successeur est même parvenu à arrêter certains de ses enfants, saisir certains de ses biens, mais il est resté tranquille également. Donc, nous présentons nos condoléances à sa famille biologique et à tout le peuple angolais. Vital Kamerhe a été arrêté. Je pense que c'est ça, 90% des Congolais qui ont chanté, ils étaient contents d'avoir l'applicabilité de l'état des droits. Mais aujourd'hui, tous ceux qui étaient en prison pour les dossiers de 100 jours, ils sont dehors. Quel est votre point de vue par rapport à ces dossiers? Bon, je n'ai jamais cessé de le dire que Vital a été innocent dans cette affaire. La justice, le chef de l'État lui-même avait même décrié le fonctionnement du système judiciaire. L'administration de la justice pose problème. Vous avez vu il n'y a pas longtemps encore d'autres cas qu'on a... Même la ministre de la Justice est intervenue sur certains dossiers. Donc c'est pour dire que d'ailleurs je suis content qu'après plus de 6 ans, 7 ans, que le Conseil supérieur de la magistrature se soit enfin réuni. Puisqu'on ne peut pas, à l'époque de Kabila, il y avait, alors qu'en principe, c'est chaque année qu'on doit avoir une tenue de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature pour voir le fonctionnement du système judiciaire, pour apporter des recommandations et même envisager la mise en place des magistrats. Le fait que ce Conseil supérieur de la magistrature ne se réunissait pas, c'était un blocage au niveau de l'administration de la justice. Donc nous saluons ça
Et j'ai dit, et je leur ai dit encore que le procès Caméré était entaché de beaucoup d'irrégularités. Et comme c'était politique, ça s'est réglé aussi politiquement. Caméré aujourd'hui a retrouvé sa liberté. Nous lui souhaitons bonne chance. Vous savez... Dans certains dossiers politiques, c'est... Moi, j'ai dit que la façon dont les dossiers ont été menés, pour moi, il a frisé la politique. Mais aujourd'hui, la justice nous a démontré aux yeux de tout le monde que ça, ces 75 millions ont été débloqués pour le projet. Alors, aujourd'hui, tout le monde est dehors. Où sont passés cet argent? Justement, nous l'avions dit depuis longtemps. C'est comme ça aujourd'hui. Moi, j'ai dit que pourquoi on a passé autant de temps? Il y a eu même la mort d'un grand juste, un homme correct, qui est mort dans cette affaire. Il y a eu des centaines, des milliers de dollars qui ont été dépensés dans ce procès, alors que le procès n'était pas un procès d'équité, n'était pas un procès juste. Et aujourd'hui, nous disons, passons l'éponge, tournons nos regards vers l'avenir. Ce que seulement je voudrais conseiller à Vital, ce que j'ai toujours dit d'ailleurs à lui, même pendant qu'il était arrêté, d'être sage, de parler moins, d'écouter plus. Et il a été critiqué lorsqu'il a rencontré les chefs de l'État, juste après son acquittement. Et il a dit que je suis venu rencontrer mon partenaire politique. Bien sûr, la coalition... coalition... Et puis ça a été beaucoup critiqué. Non, c'est vrai qu'il a raison, puisque la coalition Cash existe toujours, même si elle n'est plus ce qu'elle était en termes d'organisation, mais on n'a jamais de fait ou remise en cause la coalition Cash. Et Vital est un partenaire de ce qui est la preuve que dans ce gouvernement d'Union Sacrée, il y a les ministres de l'INC qui sont dans les quotas du Cash. Ce que je voudrais, c'est ma conseiller à Vital, c'est de dire à ses collaborateurs de faire très attention. De faire très attention qu'il ne faudrait pas qu'ils profitent de la liberté de Vital pour essayer de nuire d'autres leaders du Grand Kivu. Puisqu'on a comme impression qu'il y a la chasse à l'homme. Il y a déjà qui envie certains leaders du Grand Kivu, puisqu'ils prendraient la place de Caméré. Personne ne prend la place de Caméré. Caméré a toujours été là et Caméré jouera toujours un rôle important. Donc il y avait beaucoup de choses derrière. Tout à fait, on connaît aujourd'hui, on est en train de voir des petits coups bas par-ci par-là pour dire que c'est Caméré. On n'impose pas un leadership. Est-ce que les partenariats politiques entre Vital Caméré et chef de l'État, quand vous jugez, quand vous faites vos analyses, est-ce que ça a un avenir meilleur? Bon, il faut dire que tout sera fonction de la campagne électorale. Vital acceptera-t-il? Parce que moi j'ai dit, Vital, il a le profil d'être un bon directeur de campagne. Non, pas de candidat, puisqu'il est dans la coalition Cash. Peut-être, s'il est dans les Cash, ça veut dire qu'il y avait des accords qui ont été signés à Nairobi. Oui, mais ces accords-là ne seront pas respectés? Non, ces accords-là devraient être respectés si et seulement si les Cash gagnaient aussi la majorité parlementaire. Mais comme ils n'ont pas pu gagner la majorité parlementaire, cet accord-là, pour moi-même, était mal négocié, d'autant plus que le mandat d'un chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, si Vital reviendrait, Vital ne pourrait revenir qu'en 2028, après le second mandat du président Tshisekedi. Voilà. Mais pour les cas d'espèce, je voulais jeter pour dire que Vital doit comprendre une chose, que le leadership ne s'impose pas, que le leadership ne s'arrache pas, ou on ne peut pas chercher un leadership avec les canons de fusil. Ces collaborateurs qui aujourd'hui sont en train de détruire d'autres leaders du site Kivu, croyant qu'en les déstabilisant, ils vont faire monter Vital, ils risquent de travailler contre Vital et même isoler Vital. Vital, c'est un garçon très bien. Moi, j'ai eu la chance, c'est un de mes meilleurs amis. On a grandi ensemble, on a fait beaucoup de choses, dans les bons comme dans les mauvais, des conneries, on a travaillé ensemble. C'est un garçon intelligent. Je pense que je lui conseille de tirer les oreilles de ses collaborateurs, comme il l'a fait
quand il était en prison pendant Il les était derniers resté mois, calme et puis pour là, dire qu'il ne fasse pas des déclarations qui iraient dans le sens de gêner les gens. Nous sommes dans l'Union sacrée, nous soutenons tous les chefs de l'État, nous partageons la même vision. Les combats contre les leaders du Grand Kivu pour que lui émerge, je crois que ça ne va pas servir à Vital. C'est juste un conseil que je voulais donner à Vital comme ami et frère. Voilà, merci Willy Michiki. Il y a eu un dossier très compliqué, un dossier sale, où on cite votre autorité morale, Bahati Lukwebo. On les cite dans les dossiers, entre guillemets, INSS, même Ling. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe, puisque vous êtes vraiment quelqu'un de la boîte, vous pouvez nous expliquer. Voilà, d'abord, il faut dire que le professeur sénateur Bahati Modeste, il est victime de sa fidélité, de sa loyauté envers Tshisekedi. Tout celui qui voudrait aujourd'hui s'approcher du chef de l'État, il voit l'ombre de Bahati qui gêne. Il faut détruire Bahati. Pour le cas de la parcelle située sur l'avenue Kasavubu et dans la commune de Katanga, cette parcelle-là, je le dis et je le répète, que la parcelle n'a jamais appartenu à l'église SCC à l'époque et encore, même aujourd'hui, l'SCC. L'SCC ne détient aucun titre immobilier sur cette propriété. Mobutu, à l'époque, l'avait donné à Général Nzimbi. Général Nzimbi, à sa mort, sa famille l'a hérité et le premier certificat, c'était au nom du Général Nzimbi, qui a été annulé au profit du second certificat de sa succession. Et dans la succession Nzimbi, il y a 5 noms, 5 enfants du Général Nzimbi, dont Gabriel, et Aurélie, Mendes et consorts. 5 dans ce certificat. Et ce certificat-là, c'est un certificat qui a été émis par les conservateurs de titres immobiliers de la commune de Kasavubu. Le certificat en question, c'est ça que le président Bahati a faire annuler après la mutation. Puisqu'on ne peut pas détenir 2 titres sur un même bien. Donc, le problème, c'est un faux problème. Et en plus, il n'y a jamais eu d'opposition sur ces biens immobiliers. Il n'y a jamais eu même violation des droits fonciers, puisque les démutations ont été opérées dans le respect de la norme, des normes. Donc, c'est un problème purement administratif et foncier qui n'a rien de politique. Mais comme l'ombre de Bahati gêne toujours, je vous dis, il y a un parti de l'Union sacrée qui a instrumentalisé votre confrère. Qui s'appelle comment? Je ne vais pas dire ici, puisqu'il sera connu, nous sommes, puisque lorsque nous serons, puisque nous avons demandé... Moi, j'ai entendu parler de l'INC. Bon, c'est vous qui le dites, ça ne pas. Le ministre des Affaires foncières et bien sûr de l'INC, peut-être, c'est là où on fait, et comme Bakandoa, le monseigneur Bakandoa est du même coin que de l'Issala, comme le ministre des Affaires foncières, peut-être c'est ça. Mais moi, je voudrais dire plutôt que ce problème-là, c'est vraiment un faux problème. Et ici, quand vous regardez bien, vous allez voir que votre confrère Edmond Izouba, que je considère comme un jeune frère, je lui ai même parlé ce matin, on a échangé avec lui, je lui ai dit, mon frère, fais attention, vous êtes un journaliste d'investigation. Cette affaire risque de vous coûter cher. Oui, votre collègue Yves Bouya, il est là en prison. Et il y a même l'autre, mon jeune ami et frère, hein, et l'autre là, qui est de l'ensemble, il vient de couper, à cause toujours des déclarations. Moi, j'ai dit, laissez les politiques faire les politiques. Les politiciens ne doivent pas vous utiliser comme des moutons, des paniches qu'on amènerait à l'abattoir. Vous êtes un jeune d'investigation. Ça vous empêche quoi? De descendre à la circonscription foncière de Kasavubu. Mais s'il s'engage à en parler, ça veut dire qu'il a tous les éléments possibles. Il a réuni tous les éléments. C'est comme ça que nous lui avons donné 72 heures à partir de vendredi. Si lundi à midi,
il n'apportait pas de preuves de ces allégations, ou présentait les excuses publiques pour avoir touché à la dignité et à l'honneur du président d'une institution importante à notre pays, les avocats conseils du professeur sénateur Bahati sont dans les droits de les poursuivre. Puisque moi, j'ai vu, le certificat qui a été annulé et le certificat du professeur sénateur Bahati. Ça n'a rien, puisque Bahati est dans les droits d'acquérir une concession, il travaille quand même, fait pas aujourd'hui. Bahati est connu aussi comme opérateur économique. Quand je vous parle de son établissement comme Taverne, le groupe Taverne, c'est plus de 2-3 décennies que ça existe. Bahati a des hôtels, parce que là aussi, vous avez fait allusion à l'hôtel Memlink. La première personne qu'on a fait passer pour avoir acheté l'hôtel Memlink, c'est Christian Tshisekedi. Oh. C'est quoi je vous dis? Non. J'ai lu dans les réseaux sociaux. Okay. Et après, ce n'était plus lui, c'était Jamal, un Libanais. Et les avocats de Jamal ont dit non, ce n'est plus lui, maintenant c'est Bahati. On cherche toujours. Et vous allez constater que chaque fois, on s'attaque à Bahati, on s'attaque aussi à l'entourage du chef de l'État. Donc, il y a une campagne de déstabilisation contre Bahati. Le malheur de Bahati seulement, les gens veulent le voir disparaître pour que d'autres gens viennent. Mais Bahati n'a de problème avec personne. Et puis, il a aussi une vie privée. Moi, je crois qu'on a même dit que l'hôtel là aurait coûté 12 millions. Moi, je fréquente le professeur Bahati, parce que c'est mon chef. C'est l'autorité morale de mon regroupement. Et je le considère comme un grand frère. Je peux vous dire que si Bahati Modeste aujourd'hui, le Kwebo, avait les 12 millions de dollars, sa priorité ne serait pas d'acheter un hôtel. C'est de finaliser ces chantiers, notamment 2 grands hôtels qu'il construit, qui seront d'ailleurs parmi les meilleurs hôtels du Congo, à Bukavu, les New Rivera et les New Rivera de Goma, qui sont presque au niveau de finissage. Donc je vois mal comment des chantiers qui ont fait plus de 10 ans, qui ne sont pas finis, il va acheter un bien ici, alors que lui, qui est professeur d'économie, il connaît bien l'économie, il sait qu'est-ce qui peut être prioritaire à lui. Donc tout ça, c'est du chantage. Nous demandons à cela, encore une fois de plus, d'apporter des preuves. Voilà. Si vous achetez un bien, c'est facile. Merci. On va aller voir si on a fait une imitation à son nom. D'accord, on peut évoluer, vraiment. C'est de la politique. Voilà, j'avais souhaité vraiment qu'on parle un peu, vous donner votre point de vue par rapport au déploiement de la force régionale. Le sommet qui a été tenu une fois à Nairobi, donc ils se sont entendus, c'était par l'IAC, qu'on doit déployer quand même une force pour sécuriser les 3 provinces, Sud Kivu, Nord Kivu et l'Ituri. Quel est pour votre point de vue? D'abord, vous savez, John, je vais vous dire quelque chose. Nous devons repenser notre diplomatie. Nous venons d'adhérer dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Nous sommes membres à part entière. Nous avons les mêmes droits que ceux-là qui nous ont précédés. Le Sud-Soudan, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya. La vérité, quand vous suivez très bien, et ça je dis, nous on ne fait pas très attention. On a parlé des conclaves. Voilà. Quand vous lisez les statuts, parce que moi je suis enseignant, j'ai fait des recherches. Quand vous lisez les statuts ayant créé l'Organisation des États, donc des États de l'Afrique de l'Est, il n'existait pas une réunion ou une rencontre qui s'appelle conclave. Il n'existait que la conférence de chefs d'État et de gouvernement. Pourquoi on l'appelle conclave? Je vais vous dire. Et c'est peut-être un scoop, peut-être même les amis des affaires étrangères et de la présidente qui participent à ces réunions-là auront une information qu'ils n'avaient pas. La vérité, c'est que le mandat du président Kenya, le président en exercice, est déjà largement dépassé. Celui qui devrait prendre la présidence, c'était le président burundais. Mais puisque le Burundi n'est pas en bonne relation avec le Rwanda, on traîne la passation du pouvoir. En principe, c'est le Burundi qui devrait présider et même
diriger la force spéciale qui devrait être déployée en RDC en tant que président en exercice. Nous devons, nous, RDC, en tant que membres, faire appliquer les règles du jeu au sein de la communauté en imposant la passation du pouvoir du président sortant le Kenya au président entrant les Burundais. C'est avantageux pour nous. Pourquoi? Puisque les Burundais étaient pays voisins, nous avons plus facilité à parler avec les Burundais dans la même langue, Swahili, et même les Lingala se parlent là-bas, et français. Et les Burundais n'ont jamais eu de problème avec nous, comme aussi les Kenyans, évidemment. De cette force spéciale, je l'avais dit depuis 2 mois, que nous devons faire très attention. C'est la force spéciale des États de l'Afrique de l'Est. Nous devons accepter, ça c'est mon point de vue personnel et stratégique, la présence des troupes rwandaises d'État. Et nous allons observer comment les troupes rwandaises, puisqu'ils n'auront pas les commandements, ils seront sous les commandements kenyans. Et on va voir comment elles vont se comporter vis-à-vis des M23. C'est comme aujourd'hui, vous avez les Nations Unies. Vous avez un contingent là-bas, ukrainien, contingent indien, les contingents tanzaniens, mais toutes ces forces-là sont sous le commandement des Nations Unies. Aucune force, même d'un pays, ne peut aller à la contre du commandement des Nations Unies. C'est la même chose pour cette force. Réquiser les Rwandais, pour moi, c'est une erreur diplomatique et politique grave. Oh bon? 2-2. Très bien. 2-2. Cette force ici devrait être déployée le plus rapidement possible. Puisque ça sera une force tampon. Mais son rôle n'est pas de nous séparer, nous et les belligérants, surtout que les M23 ont été déclarés comme une force terroriste. Qui a déclaré comme force terroriste? Nous, le gouvernement de la RDC, nous sommes souverains, même si la communauté internationale... Moi, je pensais peut-être que vous disiez qu'aux autres non, même si les autres n'ont pas suivi, pour nous, on ne peut pas négocier avec les M23. Et j'étais très content que le gouvernement ait suivi mes recommandations. J'avais dit, nous devons négocier avec les Rwandais, qui est notre partenaire, qui est notre voisin, avec qui nous partageons une longue frontière commune. Pourquoi je disais ça? Puisqu'il faut aussi reconnaître que le Rwanda a ses préoccupations. Elle peut les dissimuler, mais elle a des préoccupations. Entre autres, sa fragilité comme un petit pays. Et la longue frontière avec la RDC les inquiète. Le Rwanda a la frontière avec le Burundi, avec la Tanzanie, avec l'Ouganda. Mais comment expliquer que les rebelles rwandais sont seulement ici? Ils ne sont pas en Ouganda, ils ne sont pas en Tanzanie, encore moins au Burundi. C'est pour dire que nous aussi, en tant que gouvernement souverain, nous devons sécuriser les voisins. Nous devons avoir la maîtrise. Parce que moi, sincèrement, ça me fait très mal. Mais comment vous acceptez que toutes les rébellions de pays voisins fuient leur pays pour venir s'installer chez nous. Les EDF, les NALU et comme ça, sont des Ougandais. Mais lorsque vous dites que vous êtes content aujourd'hui puisque le gouvernement, oui, le chef de l'État a pris en compte les recommandations, et pourtant, EAC n'a jamais reconnu Rwanda comme un pays qui soutient le M23. Et puis, on n'a jamais qualifié M23 aujourd'hui, par surtout les organisations régionales, comme un mouvement terroriste. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un flou? Je crois que... Puisqu'il y a certains qui disent même que ces gens-là ont un plan de balkaniser le Congo. D'abord, il faut dire que le chef de l'État lui-même a plusieurs fois cité le Rwanda comme pays agresseur qui utilise les M23 comme ses supplétifs. Le gouvernement de la République, à travers son porte-parole, que je salue en passant, Patrick Mouyaya, a plusieurs fois pointé du doigt les Rwandais comme puissance agresseuse. Mais ça, c'est le gouvernement congolais qui le dit. Mais nous avons besoin aussi d'entendre ça peut-être au travers les organisations régionales, comme EAC, CIRGL et les autres. Je suis tout à fait d'accord
avec vous, messieurs les journalistes. Ça, c'est la faiblesse de la diplomatie congolaise et des services de sécurité extérieure. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez comprendre que depuis que les M23 ont été défaits en 2013, il était dit dans l'accord de Nairobi, d'ailleurs dans les préambules, qu'à la signature de cet accord, j'étais présent comme représentant du pouvoir coutumier, témoin à Nairobi, j'étais invité par le gouvernement kenyan comme témoin, le 12 décembre 2013. Il était dit qu'à la signature de cet accord, le M23 sera dissous. Et le gouvernement de Kinshasa, ce sont les termes utilisés, va procéder à la démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants du M23. Mais ça m'a étonné que dans le même accord, on a fait allusion à l'accord du 23 mars 2009 avec le CNDP qui demandait à ce qu'on puisse récupérer ces combattants-là et les reverser dans les FARDC et la police, alors que nous avions déjà une loi qui interdisait le recrutement des rebelles dans l'armée et la police. La seule voie, c'est de passer par le recrutement normal. Les mixages, les brassages ont été interdits par la loi actuelle. On n'a pas fait allusion à ça. Alors, c'est comme ça que moi j'ai dit. Lorsque le chef de l'État à Luanda a dit clairement à son homologue rwandais que le peuple congolais n'a pas peur de faire la guerre et qu'il est resté, il a négocié avec une carotte à la main et avec une arme sur l'autre main pour dire qu'aujourd'hui nous sommes prêts, toutes les options sont sur la table. Moi je suis de Goma, je peux vous dire aujourd'hui que militairement nous sommes très forts. Est-ce que vous savez que tous les groupes armés que vous connaissez là, qui étaient prêts à aller au brassage, ont refusé. Et tous sont descendus à Rutshuru. Ils demandent même aux FARDC de leur laisser le passage. Non seulement pour aller attaquer les M23, mais aller jusqu'au Rwanda. Alors vous vous rendez compte qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur le plan sous-régional. De deux, le Rwanda est un pays qui dépend de ressources extérieures, de revenus extérieurs. Le fait que nous avons utilisé un levier qui est même plus fragilisant que les armes en utilisant les sanctions économiques contre les Rwandais, notamment la suspension des vols des Rwandais. Vous savez que les meilleures destinations des Rwandais, c'était ici. Ici, en tout cas, ça rapportait beaucoup. De deux, nous avons suspendu tous les transits de marchandises en importation comme en exportation vers le Rwanda. Ça fragilise les Rwandais. Si Kagame accepte de négocier aujourd'hui, même de se déplacer, la victoire de Tshisekedi, c'est quoi? C'est le fait que Kagame se soit déplacé de Kigali à Luanda. Voilà. La première réunion, il avait refusé. Il a fait par vidéoconférence. C'est pour dire que notre diplomatie agit. Mais moi, je me dis aussi qu'il faut passer l'éponge. L'étape que nous avons atteinte aujourd'hui est cruciale. Nous devons éviter les stigmatisations. Et je vais dire aussi aux Congolais, moi je suis chef coutumier de Walikale et de l'Est. Nous avons des Tutsis et Hutus congolais. Autant que vous et moi, ils sont les mêmes gens. Hutus congolais. Tutsis, avec un nez allongé comme ça. Voilà, congolais. Il est congolais comme vous, puisque la loi est claire. Sont congolais, c'est dont les ascendants se sont retrouvés sur le territoire national à l'accession du pays à l'indépendance. Je suis juriste, je respecte les droits. Donc, tout cela. Or, nous savons qu'il y avait des communautés rwandaises qui étaient venues du Rwanda ici, qu'on appelle les rwandophones, qui sont devenus le 30 juin 1960 des Congolais. Il y a eu des opérations MIB organisées dans les années 45-50. Et n'oublions pas que nous venons d'une communauté commune. Rwanda, Urundi, Congo. Tu pouvais quitter Mwanda à l'embouchure là, tu te retrouves jusqu'à Burundi, en passant par Ouganda. Tu es toujours dans les mêmes territoires.
nationale. Voilà. Parce que nous étions sur la nation belge. Ok. C'est pourquoi j'insiste 30 secondes, beaucoup voilà. pour citer que Ouais. nous devons éviter la stigmatisation. Merci beaucoup. Si la partie orientale est fragilisée aujourd'hui, pendant 25 ans presque de déstabilisation, c'est puisqu'il y a eu les problèmes de nationalité de Banyam Leng, qui étaient les détonateurs de la crise de tout ce qu'on a connu comme... Je pense que ça, c'est un levier dangereux. C'est un dossier qu'il vraiment... faut absolument éviter. Je voudrais chuter en disant, à rappeler à mes compatriotes congolais, que dans les M23, il n'y a pas que des Tutsis et des Hutus. Il y a aussi moi, les gens de chez moi de Walikale. La preuve, même le porte-parole, était mon Congo. Voilà. Donc il ne faut pas dire que les M23, c'est le Rwanda, les M23, c'est l'affaire des rwandophones, des Tutsis. Non, ça c'est très dangereux. Parlons des mini-sommets en Angola. Et comment vous avez jugé ces mini-sommets avec une feuille de route? Pensez-vous qu'il y aura une solution favorable? Oui, d'abord, j'ai apprécié, d'abord, je félicite d'abord le président Lorenzo pour avoir obtenu ce cessez-le-feu. D'abord, c'est une victoire pour nous, RDC, d'autant plus que le Rwanda, en signant ce cessez-le-feu, a reconnu indirectement qu'il avait la même mise sur les M23, et nous, on n'a pas de mal avec les Rwandais. S'il a accepté de faire le cessez-le-feu, dont il a reconnu son implication. Kagame a renié, il a dit que l'M23, il ne connaît pas ça. Oui, et puis, en plus, l'M23 aussi a fait une communication. Ils ont dit que tout ce qu'ils ont fait là, ça nous engage Justement, pas. maintenant, nous allons observer ce terrain. Puisque le fait que Kagame, le gouvernement rwandais, a accepté d'apposer sa signature sur le cessez-le-feu, vous ne pouvez faire un cessez-le-feu qu'avec un pays qui est en conflit avec vous. Le cessez-le-feu, c'est un acte qui met fin ou suspend les hostilités. Mais c'est un peu flou. Le problème, c'est quoi? L'acteur principal, d'abord, c'est M23 qui est sur terrain. Il a dit que, en tout cas, les accords, cessez-le-feu, en tout cas, ça ne nous engage pas. C'est ce qu'ils ont dit. Tout à fait. C'est comme ça que moi, j'ai dit... C'est là où il y a les problèmes. Maintenant, comment est-ce que Kagame aussi, de son côté, il ne reconnaît pas d'avoir... être en relation avec l'M23. Mais là, ça va prendre fin comment? Non, si Kagame ne reconnaissait pas son implication ou l'implication de son pays dans l'agression que nous avons tous dénoncée, je vois mal comment il signerait le cessez-le-feu. Ça n'a pas de... deux, à part le cessez-le-feu, il a posé un problème que moi je partage totalement. Il a posé le problème de retour des réfugiés congolais. Et ça, c'est un problème. Ces réfugiés-là sont là presque depuis 10 ans maintenant. Et la majorité de ces réfugiés sont des Tutsis et Hutus, notamment les Tutsis. Or, les votes ici chez nous, c'est un vote communautaire. Ces gens-là doivent revenir ici, ils doivent être enrôlés. C'est une des raisons aussi de l'agitation peut-être du Rwanda pour dire que pourquoi nous excluons cette partie de la communauté nationale. Le Rwanda vient de contracter avec la Grande-Bretagne pour accueillir les migrants. Où est-ce qu'il va placer ces migrants-là lorsque les Congolais, réfugiés congolais, occupent leurs espaces? C'est comme ça que vous aviez suivi il y a quelques mois. Le Rwanda avait proposé de construire une ville moderne dans le territoire de Nyiragongo, voisin au Rwanda, en vue d'évacuer ces réfugiés-là. Donc, c'est pour dire que maintenant, aujourd'hui, nous commençons à comprendre les vraies motivations de l'appui du Rwanda au M23. Est-ce que vous partagez... En soulevant les vrais problèmes. Ils ont parlé aussi des problèmes sécuritaires, notamment les FDL Interam, qui j'ai reconnu, qui sont chez nous. On n'a jamais terminé ce phénomène-là. Mais chez nous, ils sont comme bandits. Mais contrairement au gouvernement précédent, Tshisekedi a réussi même à mettre la main sur les cerveaux moteurs. Vous partagez le même avis avec Adolphe Mouzitou qui a dit que la vraie solution viendra que de la guerre. Et ça, c'est une distraction, tous ceux qui sont en train de le faire comme diplomatie. J'aime bien Adolphe et j'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais je pense que la guerre ne résout toujours pas les problèmes. Quand vous regardez toutes les grandes guerres du monde, elles finissent toujours par un règlement sur la table. Et on connaît comment une guerre commence, mais on ne sait pas comment elle finit. Aujourd'hui, une guerre entre nos deux pays aurait des dégâts collatéraux terribles. Puisqu'il y a des riverains de part et d'autre qui vont être victimes. Est-ce qu'avons-nous vraiment besoin
de faire une guerre. C'est ce que moi j'ai dit aujourd'hui. Est-ce que la guerre, c'est normal, lorsqu'on aura épuisé toutes les voies de recherche d'une solution pacifique, là on peut envisager. Mais nous avons encore, on a vu à Luanda qu'il était encore possible même d'obtenir un cessez-le-feu. Mais ce que moi je voudrais dire par contre, John, ça c'est important. On a parlé de cessez-le-feu. C'est vrai, cessez-le-feu, je suis sûr, il pourrait être respecté. Mais les M23 vont être mis où? Puisque pour nous, le cessez-le-feu ne signifie pas que les M23 vont équiper, non. Ils doivent dégager. Mais pour aller où? C'est comme ça, j'ai dit, il y a diligence qu'on puisse se réunir au niveau de la commission mixte du prévu qui va commencer le 12 juillet à Luanda, pour que les autres détails soient abordés. Comme recommandation. Les M23, comme recommandation, puisque déjà nous, les M23 nous sommes pratiquement à la fin. devraient entrer dans le programme de DRSC pour qu'ils puissent avoir une occupation. C'est là qu'ils veulent faire la politique. Ça, c'est aussi bien, c'est aussi normal qu'ils reviennent chez nous, parce que maintenant, ils savent qu'on va enrôler les Congolais. Nous irons aux élections. Ils se disent qu'ils vont être inscrits. Mais ceux-là qui sont dans l'armée, ils voudraient soit apprendre un autre métier, et c'est comme ça, moi j'ai dit que ces gens-là des M23 ne doivent plus retourner au Rwanda ni en Ouganda. Il faut qu'au niveau de la commission mixte, on trouve un programme pour qu'ils reviennent chez eux ici au Congo, parce qu'ils se sont toujours dit qu'ils étaient des Congolais. Merci, et là, je recommande aussi afin qu'on puisse envoyer dans cette commission-là, que la délégation congolaise soit munie de gens qui connaissent les problèmes. Pas seulement vous êtes de la diaspora, vous êtes ceux qui maîtrisent mieux les dossiers comme vous. Qui maîtrisent les dossiers, comme moi ou d'autres, puisque même ceux de l'opposition, s'il y en a dans l'opposition qui maîtrisent le dossier, c'est important pour nous. Parce que j'ai vu par exemple la délégation qui était partie à Nairobi, vraiment moi ça m'a laissé désemparé. Il ne maîtrise rien. Bon, présent, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien aujourd'hui. En tout cas, je pense que... Bon, je vous accorde 30 secondes. Si peut-être vous avez un petit mot. Non, je voudrais seulement dire que la période que nous sommes en train de traverser maintenant est une période très, très délicate. Chaque fois, à la veille des grandes échéances politiques, comme c'est maintenant, il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Et je demande aux gens d'essayer d'éviter tout ce qui peut diviser les Congolais. C'est le plus que jamais le moment que les Congolais doivent se rassembler autour du chef de l'État, même si vous êtes de l'opposition, pour que nous puissions d'abord défendre les intérêts supérieurs de notre pays. Merci beaucoup, Président Willy Michiki. Merci, chers téléspectateurs. C'était Willy Michiki, président national de l'Union des nationalistes, INANA en sigle, qui était vraiment notre invité du jour. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Au revoir, à la prochaine.